Licence mythique ayant acquis une renommée hors norme au fil des années, The Legend of Zelda est une licence qui sort clairement du lot. Que ça soit Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Breath of the Wild ou encore bien d'autres, chaque épisode vient briser les codes établis par son prédécesseur sans pour autant dénaturer l'ADN de la série, si cher au cœur des joueurs. Mais avant de devenir une licence vendant des jeux par dizaines de millions, The Legend of Zelda, c'était ça. Ouais bon ok, ça a pas l'air top comme ça. Mais à l'époque, on parlait du jeu en monde ouvert le plus ambitieux jamais créé. Même si le terme monde ouvert n'existait pas encore... Mais bref. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur la création de l'une des licences les plus mythiques du jeu vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il fallait que je remercie les quelques personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, puisque pour rappel, Time2Play, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est également une association qui à terme organisera des événements en lien avec le jeu vidéo. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous en reparle brièvement en fin de vidéo. Bon visionnage. Que ça soit par le monde cohérent qu'il propose, les différents ennemis à combattre, les lieux ou encore toutes les idées de gameplay, The Legend of Zelda sort principalement de la tête de deux personnes. Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus, et Takashi Tezuka, son bras droit et ami. Tous deux imagineront le royaume d'Hyrule, un monde féerique où toutes sortes de fantaisies peuvent survenir, comme un dragon, des fées, un démon avec une tête de sanglier, et j'en passe. Et là où c'est intéressant, c'est que Miyamoto a eu l'idée de développer Zelda en se basant sur des souvenirs d'enfance. Il raconte qu'il adorait explorer et se perdre en forêt afin de découvrir des lieux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Un peu dangereux vous me direz, mais bon, c'était le Japon des années 60, que voulez-vous que je vous dise ? Et quoi qu'il en soit, cette passion pour les escapades en forêt, ça va leur servir de base pour imaginer le royaume d'Hyrule. Et cette volonté de retranscrire ce sentiment d'enfance, ça va leur permettre de voir les choses en grand. Car si The Legend of Zelda sort du lot, c'est principalement grâce à la quantité de contenu astronomique qu'il propose pour son époque. Et ça, c'est tout simplement grâce à un mix de styles de jeu vachement ingénieux. Car si le jeu propose toutes sortes d'énigmes au cours de l'aventure, c'est également un monde ouvert. Et si le genre existait déjà depuis quelques années, notamment via des jeux comme Adventure ou Ultima, c'est bien The Legend of Zelda qui fera de l'open world un style de jeu à part entière. Le mix entre jeu à énigmes et monde ouvert donne la possibilité aux développeurs d'imaginer une aventure pouvant durer au moins une dizaine d'heures, ce qui est astronomique. Car pour rappel, le jeu est sorti sur NES. Autrement dit, une console qui n'a aucun système de sauvegarde. Il était donc compliqué pour les développeurs d'imaginer des aventures durant aussi longtemps à cause de cette limitation, mais également à cause de la taille des cartouches. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler après. Sur la NES, il n'existait pas de système de sauvegarde. Enfin ça, c'était jusqu'à la sortie de The Legend of Zelda, puisque la cartouche du jeu était un peu particulière. En même temps, elle est dorée. Rien que ça claque. On sent qu'elle renferme un secret, qu'elle a quelque chose en plus des autres, puisque cette dernière embarquait une puce MMC1 qui permettait d'enregistrer sa progression à n'importe quel moment, et de la reprendre par la suite. Et mine de rien, je pense qu'on peut placer cette avancée technologique parmi les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Même si au bout de 35 ans, la plupart des piles ont rendu l'âme, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeux Zelda de l'époque ne peuvent plus sauvegarder, mais bon, il y a 35 ans, je pense qu'ils étaient quand même loin de se poser cette question. Et pour vous aider à vous rendre compte, le code de la cartouche du jeu ressemble à ça. Non mais c'est un bordel! Eh oui, ça prend de la place, un royaume entier et pas moins de 18 donjons, dont certains qui ont une forme un peu... bizarre. Si l'origine du prénom de Link a laissé place à bien des spéculations, c'est finalement Shigeru Miyamoto qui révélera lors d'une interview donnée à Gamecult en 2012 que Link tire son prénom de la volonté originelle des développeurs de faire de la Triforce une espèce de puce électronique et que Link devait servir de lien entre le passé et le futur. Ces idées ont finalement été abandonnées puis réutilisées dans certains jeux de la licence, mais quoi qu'il en soit, le prénom de Link lui est bel et bien resté à travers le temps. Et on peut même faire le lien avec le fait que dans la mythologie de The Legend of Zelda, les trois élus de la Triforce sont des réincarnations à chaque nouvel opus, ce qui fait finalement le lien entre tous les Links. Que
Que ça soit celui du premier jeu, de Link's Awakening, de Wind Waker ou encore de Breath of the Wild, même s'ils ne sont pas fondamentalement la même personne, ils restent tous la réincarnation de l'élu de la Triforce du courage. Mais bon, il en va de même pour Ganon et Zelda, alors la théorie se casse un peu la gueule, mais c'est stylé donc c'est validé. Point suivant. It's dangerous to go alone. T'existes. Si vous êtes déjà tombé sur cette phrase sans en comprendre le sens ou même si vous ne la connaissez pas, eh ben laissez-moi vous expliquer d'où elle vient. The Legend of Zelda, premier du nom, est un pur jeu de son époque. Autrement dit, il ne vous prend pas par la main du tout. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas né d'une limitation technique du tout, mais bel et bien de la volonté des développeurs de recréer un sentiment bien précis, celui d'une nature sauvage avec plein de choses à découvrir. Une fois le jeu lancé, vous arrivez donc ici, sans aucune explication. Et l'une des seules options qui s'offre à vous, c'est cette grotte là. Vous décidez donc d'y entrer, et un vieux sage dont vous ne savez rien vous donne votre première épée en vous disant « Il est dangereux d'y aller seul, prends ça », juste avant de taper sa meilleure disparition ninja. Quel connard! Quel connard! Quel connard! Et du coup c'est assez cocasse comme situation, parce que si c'est vraiment si dangereux d'y aller seul, tu veux pas venir avec moi mec? Ou m'expliquer pourquoi c'est dangereux? Au moins? Non, it's dangerous to go alone, t'existes. Bref, ce petit décalage, mine de rien, ça a surpris pas mal de monde, et avec le temps, il y a des centaines de détournements qui ont été faits, tous plus drôles les uns que les autres. Je vous en mets quelques-uns à l'écran, juste pour le plaisir. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous avez des petites choses à nous apprendre sur le premier jeu Zelda, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire parce que, évidemment, j'ai pas tout dit, il y a bien plus de choses à raconter, mais bon voilà, je suis allé à l'essentiel, et si jamais vous voulez soutenir notre projet sur Tipeee, le lien est dans la description, et tout y est expliqué. Merci de m'avoir suivi, c'était Nex pour Time to Play, ciao!